Bonjour toutes et tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai intitulé «L'astrologie humaniste revisitée», parce que je vais m'inspirer beaucoup pour cette vidéo d'un article d'un astrologue américain qui s'appelle Michael Mayer, et cet article porte exactement ce nom, «L'astrologie humaniste revisitée». Et comme dans cet article, Michael Mayer donne son avis sur l'astrologie humaniste, en donne même une définition que je trouve très claire. Il la positionne par rapport aux autres approches astrologiques. En tout cas, je me sens parfaitement en phase avec tout ce qu'il dit, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, donc en vous rendant compte d'une certaine manière de l'article de Michael Mayer. Alors d'abord, qui est Michael Mayer? Euh, Jones et Rudyard le connaissaient très bien et ils le trouvaient très habile en astrologie. Ils l'appelaient l'enfant terrible de l'astrologie humaniste. C'est effectivement quelqu'un qui a un caractère bien trempé, semble-t-il. Il a créé un site qui s'appelle Chaldea, dont je vous mets les coordonnées, le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Et une grande partie de ce site est consacrée à l'héritage d'Alain Rudyard, avec beaucoup d'articles. Bien sûr, tout est en anglais, et en particulier cet article donc, dont je vais vous rendre compte, et dont je vous mets également le lien sous cette vidéo. Alors, il ne faut pas oublier d'abord que cet article a été écrit en 1967, donc Rudyard était vivant encore. Michael Mayer commence par regretter que malgré l'importance de ce qu'a écrit Dan Rudyard, en qualité et en quantité, de nombreux articles, de nombreux livres, eh bien l'astrologie continue, à l'époque contemporaine, à vivre un peu comme elle l'a fait jusqu'avant. Par exemple, les astrologues continuent à prédire, à faire beaucoup de prédictions. Bien sûr, de temps en temps, ils tirent un portrait de leurs clients, un portrait avec un peu deux doigts de psychologie, mais dans le fond des choses, rien n'a véritablement changé. Alors il est vrai que Dan Rudyard n'est pas très facile à lire. Si vous avez essayé, vous avez vu que ça demande quand même une certaine attention, même quand on est expérimenté, et donc à plus forte raison quand on est débutant. Et donc son influence, comme le dit Michael Meyer, est loin d'être aussi puissante qu'il le souhaiterait. Par exemple, dit-il, les astrologues continuent, quand ils parlent de planètes, des aspects des planètes, en général de tous les objets astrologiques, à les répartir en deux catégories: bons, mauvais, favorables, défavorables, maléfiques, bénéfiques. C'est évidemment une chose que l'astrologie humaniste se refuse totalement à faire. Michael Meyer rappelle que Dan Rudyard, avant d'appeler son approche humaniste, il l'appelait plutôt harmonique. Et c'est assez récemment, donc dans les années 60, qu'il qu'il est passé à cette autre appellation de humaniste. D'abord parce que, effectivement, l'astrologie humaniste met l'homme, l'être humain, au centre de la question astrologique, et puis peut-être aussi pour entrer dans ce courant qui se développait aux États-Unis à cette époque, qu'on a appelé la psychologie humaniste, et qui avait été, par exemple, initiée par Abraham Maslow, et courant dans lequel on va trouver aussi quelqu'un comme Carl Rogers plus tard. Alors, l'article de Michael Meyer comprend deux parties bien distinctes. La première traite des spécificités de l'astrologie humaniste, donc il rappelle un certain nombre de caractéristiques fondamentales de l'astrologie humaniste. Et la seconde partie de son article porte plutôt sur ce qu'il appelle ses préoccupations, ses soucis, ses inquiétudes sur l'évolution de l'astrologie contemporaine. Alors je vais donc commencer par les spécificités de l'astrologie humaniste telles que nous les propose Michael Meyer. La première spécificité, c'est que l'astrologie humaniste a un fondement philosophique solide, et même plus précisément un fondement holistique. Autrement dit, elle considère l'être humain comme un tout.
il ne s'agit pas de détailler chacun des éléments qui constituent un être humain, en prenant, chaque planète l'une après l'autre, chaque aspect l'un après l'autre, et cetera. Ce qui fait qu'au bout du compte, on se retrouve avec une quantité d'informations considérable, dont il est, vous le savez, assez difficile de faire une synthèse, au bout du compte. La démarche de l'astrologie humaniste est inverse, c'est-à-dire qu'il s'agit d'entrée de jeu, face à un thème, de se faire une opinion d'ensemble, une idée d'ensemble d'un individu, ce qui suppose donc que la méthode d'interprétation en astrologie humaniste est assez radicalement différente de ce qu'elle est dans l'astrologie, disons, traditionnelle. Donc c'est la potentialité d'un individu qui est intéressante et non pas le détail de ses caractéristiques. Une des règles de ce qu'on peut appeler le holisme, c'est que le tout est toujours supérieur à la somme de ses parties. Et c'est une idée qui n'est pas étrangère à l'astrologie humaniste. La deuxième caractéristique de l'astrologie humaniste, c'est qu'elle repose sur un langage symbolique. Autrement dit, les objets célestes, par exemple, sont des symboles. C'est donc une approche qui est totalement étrangère à l'approche, une approche traditionnelle en tout cas, qui veut que une planète soit la cause d'influences mystérieuses qu'elle exerce sur le comportement d'un être humain, voire les événements qui vont lui arriver au cours de sa vie. L'idée que les planètes soient la cause d'événements qui intéressent l'être humain est étrangère à l'astrologie humaniste. Et d'ailleurs, l'astrologie humaniste ne s'intéresse pas aux causes de ce qui nous arrive. C'est quelque chose d'assez stérile pour l'astrologie humaniste que de vouloir essayer de comprendre comment fonctionne, pourquoi fonctionne, l'astrologie fonctionne comme elle fonctionne. Et d'ailleurs, il n'existe pas d'astrologue qui soit capable de vous expliquer le fondement théorique de ces affirmations, pourquoi elles sont vraies et pourquoi on devrait les suivre. Autrement dit, la sagesse veut qu'on reconnaisse qu'on ne sait pas. On constate, mais on ne sait pas la cause de ce qu'on peut constater. Troisième caractéristique de l'astrologie humaniste, c'est qu'elle considère qu'il y a une certaine relativité dans l'astrologie. Je veux dire par là que l'astrologie d'une époque s'adapte au contexte de cette époque. Qu'est-ce que le contexte d'une époque? C'est une façon de concevoir l'homme et l'univers. C'est une vision particulière de l'homme au sein de l'univers. Et cette vision varie selon les époques. Il est donc naturel que l'astrologie évolue pour s'adapter à cette évolution dans les conceptions philosophiques de l'humanité. Par exemple, l'astrologie antique est fondée sur une conception particulièrement déterministe et fataliste du monde. Une des conséquences de cette conception, c'est que le thème natal d'une personne reflète en réalité l'organisation des forces cosmiques qui vont agir sur cette personne. On est donc dans cette vision des choses extérieure à son thème natal. Et évidemment, c'est une conception que refuse, que rejette complètement l'astrologie humaniste, qui considère en fait que le thème natal, c'est la totalité de ce que nous sommes. C'est la totalité de ce que nous sommes et c'est bien entendu la totalité de ce que nous pouvons devenir. Autrement dit, notre thème natal, ce n'est pas une description de ce qui va nous arriver, de ce qui va se passer, mais c'est le cheminement qu'il nous est recommandé de faire pour développer le mieux possible le potentiel dont nous disposons en naissant à cette existence. Enfin, dernière caractéristique à laquelle Michael Mayer fait référence, l'astrologie humaniste remet vigoureusement en selle la nature cyclique de toute chose. C'est quelque chose que l'astrologie gréco-romaine, par exemple, et l'astrologie médiévale à sa suite, avaient un peu oublié, au profit d'une pensée beaucoup plus linéaire.
Alors, ce que j'appelle une pensée linéaire en astrologie, c'est considérer que les événements se succèdent dans le temps, indépendamment les uns des autres, de façon séparée. Or, l'astrologie humaniste, qui considère que tout est cyclique dans l'évolution du monde, va au contraire voir les événements comme dépendants les uns des autres. La suite d'événements est en fait une suite ordonnée d'événements qui ont un sens et qui constituent et qui ont une place dans un ensemble. Pour prendre un exemple, l'aspect entre deux planètes. Deux planètes sont en conjonction. L'une, vous le savez, est plus rapide que l'autre. Elle va donc dépasser l'autre, si on peut dire, s'en éloigner peu à peu. Et ces deux planètes, l'une derrière l'autre, vont faire un tour, un cycle, et vont se retrouver quelques années, quelques dizaines d'années, voire quelques centaines d'années plus tard, à nouveau en conjonction. Entre ces deux conjonctions se déroule tout un cycle sur lequel on peut placer tous les aspects qu'on peut imaginer, commencer par le semi-sextile, puis le sextile, etc. Et chacun de ces aspects prend un sens selon la place qu'il occupe dans le cycle complet de ces deux planètes. Ce qui fait par exemple qu'un aspect croissant a un sens totalement différent d'un aspect décroissant. Un sextile croissant ne s'explique pas, ne signifie pas la même chose qu'un sextile décroissant. Donc voilà pour la première partie de cet article de Michael Meyer sur les spécificités de l'astrologie humaniste. J'en viens donc à la deuxième partie où il va nous faire partager ses préoccupations. Elle concerne trois tendances qu'il constate dans l'astrologie moderne et qui lui paraissent très inquiétantes. La première de ces observations qu'il fait, c'est que l'astrologie moderne, c'est qu'il voit dans l'astrologie moderne un retour en force de la prédiction. Et c'est quelque chose qui l'inquiète beaucoup. Je vais donc en parler, il en parle d'ailleurs, un peu plus longuement que des deux autres sujets de préoccupation. Pourquoi Michael Mayer considère-t-il que l'astrologie prédictive est quelque chose d'ennuyeux et de gênant? C'est qu'il voit derrière une attitude radicalement déterministe et fataliste. Cette tendance n'est pas nouvelle en astrologie, mais elle s'amplifie, lui semble-t-il, dans le monde moderne. C'est une tendance très ancienne, qu'il assimile d'ailleurs à un lent cheminement de l'astrologie du sacré vers le profane. Autrement dit, au cours des siècles, peu à peu, l'astrologie s'est dévoyée, selon lui, et surtout sous la pression des petites gens comme des rois d'ailleurs, et qui lui demandaient une chose très précise et une chose toute simple, lui prédire l'avenir. Et selon Michael Mayer, c'est la source d'un certain discrédit de l'astrologie. Ce cheminement au fil des siècles ne s'est pas fait sans opposition. Par exemple, dès le IVe siècle, Plotin mettait en question le côté prédictif de l'astrologie. Plus tard, par exemple, Marsile Ficine en Italie, un des très, très grands humanistes de la Renaissance italienne au XVe siècle, parlait de son dégoût, je cite, son dégoût pour les ogres mesquins et vulgaires du déterminisme astral. Sans compter Paracels au XVIe siècle, qui lui également s'opposait à l'astrologie prédictive. Au sujet de l'astrologie prédictive, Michael Mayer a un mot très fort. Il dit « la prédiction est un mensonge ». Et il s'appuie, pour le dire, sur la science contemporaine. Et il a des arguments. Le premier est que la prédiction, c'est quelque chose qui est statistique, donc qui nécessite un grand nombre. Et donc, quand on est dans la statistique, quand on est dans les grands nombres, on a donc des informations pour une population, mais pas sur les individus, sur chacun des individus de cette population. C'est quelque chose dans la science probabiliste qui fait qu'il est impossible de faire une prédiction précise pour un individu unique.
Un deuxième argument qu'il avance, c'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Alors Heisenberg est un personnage très important puisque c'est un des principaux pères fondateurs de la physique quantique et il a eu d'ailleurs le prix Nobel en 1932, je crois, pour ses travaux en physique quantique. Et je trouve que l'argument est assez amusant parce que quand on entend aujourd'hui beaucoup de gens faire appel à la physique quantique sans en connaître rien du tout pour justifier des idées un peu bizarres, eh bien là, la physique quantique, elle nous rappelle un peu à la réalité. Le principe d'Heisenberg dit la chose suivante, pour simplifier, on ne peut pas connaître à la fois la position d'une particule et sa vitesse. Ça veut donc dire qu'il faut choisir les informations qu'on veut. On ne peut pas tout savoir sur un objet physique. Ça veut donc dire que sur une personne humaine, on ne peut pas tout savoir. Et le fait de et prétendre pouvoir prédire ce qui va arriver à une personne est, de ce point de vue, comme le dit Michael Meyer, un mensonge. Il faut donc admettre qu'on ne peut pas tout savoir. À ce sujet, je voudrais vous lire une citation de Dan Rudyard. Dan Rudyard dit la chose suivante: si nous examinons cette question de la prédiction avec honnêteté intellectuelle, nous devons admettre que lorsque l'astrologie prédit des événements futurs, il est rarement capable, quand l'astrologue prédit des événements futurs, il est rarement capable de déterminer à l'avance ce que seront exactement ces événements, dans quelles circonstances précises ils se produiront et comment ils affecteront la conscience et la santé psychophysiologique de la personne. Michael Mayer aborde bien entendu la question de la prophétie autoréalisatrice, que vous connaissez tous. Le fait est que se voir prédire l'avenir crée une sorte de tension psychique qui fait que, sans même en avoir conscience, on va tout faire, on va s'y prendre comme il faut pour que la prédiction se réalise. Autrement dit, elle n'a pas une grande valeur. Enfin, un dernier argument qu'avance Michael Meyer contre l'astrologie prédictive, c'est qu'elle rend dépendant. Elle rend dépendant. Le fait de s'entendre dire par quelqu'un ce qui va vous arriver crée une dépendance vis-à-vis de cette personne et même vis-à-vis de l'astrologie prédictive. Cette dépendance d'ailleurs peut être très dommageable dans la mesure où en évitant les problèmes parce qu'on vous a prévenu avant qu'ils arrivent, on s'interdit de vivre des expériences qui auraient pu être extrêmement profitables dans l'existence. Pour terminer sur ce sujet de l'astrologie prédictive, Michael Mayer se pose la question: à quoi sert l'astrologie, en particulier l'astrologie telle que vous la trouvez dans les magazines? Sa réponse, comme vous l'imaginez, est assez brutale. C'est une affaire de gros sous. Et les magazines ont bien sûr très intérêt à satisfaire leurs lecteurs en leur proposant ce qu'ils ont envie de lire. 3 remarques pour terminer. La première, c'est que il y a une astrologie prédictive qui a beaucoup de succès, si on peut dire, et qui est même considérée par certains comme le summum de l'astrologie prédictive, c'est l'astrologie védique. Or, quand on regarde vraiment comment fonctionne l'astrologie védique dans son milieu, qui est le milieu de l'hindouisme, et même de certains hindouismes rural, on pourrait dire, eh bien, lorsqu'on s'est entendu prédire les choses désagréables qui risquent de vous arriver, qui vont vous arriver, eh bien, on vous prescrit par la même occasion tout un ensemble de remèdes, de rituels, qui sont tous de nature religieuse et qui finalement concourent à une chose, c'est un peu, comme le dit Michael Meyer, soudoyer les dieux pour qu'ils vous évitent la sévérité du destin. Une deuxième observation, c'est à propos de la prédiction que certains astrologues font de la mort de leurs clients. Ils l'informent
des conditions et du moment de sa mort. Évidemment, ça pose un problème éthique au-delà du reste de toute considération autre, mais certains astrologues, lorsqu'on les interroge sur la pertinence de ce type de prédiction, disent qu'en fait, elle est parfaitement compatissante puisque le conseil qu'ils donnent à leurs clients à cette occasion, c'est d'être très soucieux de leur santé. Enfin, dernière remarque, on pourrait se demander ce qui se passerait si l'astrologie prédictive était une chose sérieuse et si elle disait effectivement la vérité sur ce qui allait se passer. Eh bien, si vous y réfléchissez tant soit peu, le monde deviendrait quelque chose de tout à fait terrifiant, si c'était le cas. Deuxième sujet de préoccupation dont parle Michael Meyer, c'est la recherche de la preuve de la fiabilité de l'astrologie. Alors là, évidemment, on rentre complètement dans la statistique, puisqu'il s'agit de montrer statistiquement que l'astrologie ne se trompe pas, voire qu'elle dit toujours la vérité. Alors le gros inconvénient de cette pratique statistique, c'est qu'elle est parfaitement inutile. Elle n'a aucun intérêt pratique. Je prends un exemple. Imaginez qu'une étude statistique sur un grand nombre de gens vous montre que les personnes qui ont telle caractéristique, telle configuration planétaire, par exemple, ont, dans 70% des cas, un comportement précis. Un de vos clients, en face de vous, présente cette configuration planétaire. Comment allez-vous faire pour déterminer s'il fait partie de ces 70% ou bien des 30% qui, eux, ont un comportement différent? C'est insoluble comme problème. Et c'est pour ça que Michael Mayer insiste sur le côté inutile, inutile de ces études statistiques. Un deuxième inconvénient de cette approche de l'astrologie, c'est qu'elle est totalement déshumanisée. Elle est uniquement basée sur des chiffres, elle parle de population, elle ne s'intéresse pas à l'individu, elle s'intéresse à la quantité plutôt qu'à la qualité. René Guénon a écrit un livre tout à fait passionnant sur ce sujet qui s'intitule Le règne de la quantité et les signes du temps, où il déplore que le monde moderne s'intéresse beaucoup plus aux chiffres, à la quantité qu'à la qualité, qu'à l'essence des gens. Et justement, l'astrologie humaniste, elle prend le contre-pied de ces approches statistiques en remettant l'être humain au centre de la question de l'astrologie. Enfin, troisième sujet de préoccupation, les astrologies anciennes, bien entendu. Alors, ce qui gêne Michael Mayer, ça n'est pas qu'on s'intéresse, bien sûr, aux astrologies anciennes. Il voit beaucoup d'intérêt à travailler sur les textes anciens, les traduire, les analyser, les interpréter, dans la quête de la connaissance, tout simplement. Par contre, ce qui le gêne beaucoup, c'est le prosélytisme que manifeste un certain nombre d'astrologues pour défendre leur conception de l'astrologie, qui est une astrologie de l'Antiquité. Pour ces astrologues, on a l'impression que ce qui est ancien est vrai, a une certaine valeur, ce qui est moderne est faux, voire, ou en tout cas très inférieur à ce qu'on faisait dans l'Antiquité. Et bien entendu, tout ça s'accompagne d'un dénigrement assez systématique des approches modernes, pas seulement de l'astrologie humaniste d'ailleurs, des approches modernes de l'astrologie. C'est une attitude qui porte un nom et qu'on rencontre fréquemment maintenant dans ce monde moderne dans lequel nous vivons. Ça s'appelle du fondamentalisme. Dans sa version musulmane, ça s'appelle du salafisme. Le problème, c'est que les tenants de ces approches de l'Antiquité ancienne oublient que, comme je l'ai déjà dit, l'astrologie est quelque chose de relatif. Une astrologie, une conception de l'astrologie correspond à une conception de l'homme et du monde, et c'est exactement ce qu'on peut voir d'ailleurs dans l'astrologie védique, qui est une astrologie
totalement intégrée dans un environnement culturel, religieux, celle de l'Inde rurale. Il est amusant de voir que Jones lui-même dénonçait cette pression qu'exerçaient les conceptions astrologiques anciennes. Il y voyait trois choses. Alors, la première chose qu'il y voyait, c'était, je cite presque textuellement ce qu'il a écrit à ce sujet, une vénération irraisonnée pour les vieux livres. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, un peu plus inquiétant, c'est une déférence envers les grands anciens. Pourquoi? Parce que, alors la déférence n'est pas en soi un problème, mais pourquoi cette déférence pour les grands anciens? Parce qu'ils sont considérés comme infaillibles. Autrement dit, tout ce qui est dit et qui est différent de ce qu'ils avaient dit il y a 2000 ou 2500 ans ne peut être que faux, puisqu'ils étaient infaillibles. Enfin, ce qui choque beaucoup Jones dans cette attitude, c'est qu'il y voit un déterminisme radical et, dit-il, quasiment obscurantiste. Avant de vous citer quelques lignes de Michael Mayer pour terminer, je vous rappelle que je vous indique dans la description les liens vers le site Chaldea, vers l'article de Michael Mayer dont je viens de vous parler, également un lien vers mon blog sur lequel il y a un article sur le même sujet qui grosso modo correspond à ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, qui n'en est pas la transcription directe, mais ce qui vous permettra d'avoir en tout cas un texte écrit sur ce sujet. Et donc, pour terminer, je voudrais vous citer ce que Michael Mayer dit à la fin de son article, d'ailleurs, et il y donne une synthèse parfaite des idées qu'il vient d'exposer. Le mouvement de l'astrologie humaniste peut être considéré comme un effort millénaire pour redonner à l'astrologie son aspect sacré et pour compenser les effets psychologiquement et spirituellement destructeurs de l'astrologie profane. Elle encourage et facilite la culture d'un type de pensée holistique dont l'humanité a maintenant besoin pour franchir la prochaine étape de son évolution. L'astrologie humaniste est particulièrement qualifiée pour traiter des problèmes d'autoritarisme, de fatalisme, de revivalisme, entre guillemets, et de fondamentalisme au sein de la communauté astrologique. Elle replace le passé dans un contexte cohérent et significatif, et elle éclaire la voie vers des lendemains créatifs. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, c'est probablement que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, de laisser un like, voire de partager. Et surtout, d'aller lire les articles nombreux que vous trouverez sur mon blog interprétermonthèmeastrologique.com.